Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des paluches et des bouquins. Je vous remercie tout d'abord pour la dernière vidéo, vous avez été nombreux, enfin nombreux pour moi, hein, ça représente quand même un sacré chiffre. Concernant la vidéo sur le Great Reset, donc la grande réinitialisation, c'est le sujet très actuel, très en vogue on va dire, et notamment sur l'émancipation à travers les lectures, avec la présentation de divers ouvrages qui nous donnent un certain éveil. Alors je vais poursuivre aujourd'hui avec le Great Reset. Pourquoi? Parce que je vais y lier la franc-maçonnerie. Alors certains vont me dire oui, c'est facile, ce n'est pas que eux, et pourtant, ce n'est pas que eux. Certes, ça va même vers une autre communauté dont je ne citerai pas non pas de problème, mais pas que, c'est vrai, il y a d'autres gens qui collaborent et qui ne sont ni francs-maçons ou autres à ce Great Reset, mais je vais m'attacher à la franc-maçonnerie. Pourquoi? Car dans sa philosophie, elle est purement mondialiste. Donc je vais vous faire une petite intro et ensuite je vais vous présenter ces quelques ouvrages. Des ouvrages qui, je pense, comptent, qui sont importants. Donc la franc-maçonnerie est une société secrète qui est répandue aujourd'hui dans le monde entier, hein, et qui se réclame d'un but philosophique, humaniste et profondément anti-religieux, surtout envers le catholicisme. Elle déifie l'homme, donc elle lui donne un statut de Dieu, et tue en retour Dieu lui-même. Donc même si on ne tue pas Dieu, mais dans la volonté, la démarche de la franc-maçonnerie, c'est cela. Même si elle se dit non déiste, les pratiques ésotériques font partie intégrante des loges. C'est un vrai fourre-tout d'idées ésotériques. Donc on a l'hermétisme avec les fameuses tables d'émeraude, Hermès Trismégisme, l'alchimie, le tarot marseillais, la croyance envers les dieux et la Grèce antique. Et d'un point de vue politique, elle se place surtout à gauche, même si quelques obédiences se réclament de droite, le Grand Orient étant celle la plus à gauche. D'ailleurs, le zèle du frère Mélenchon, je dis frère parce que c'est ainsi qu'il se nomme en loge, hein, néo-révolutionnaire, aimerait marquer l'histoire de son nom, hein, on le voit bien. Elle est divisée donc en plusieurs groupes administrativement indépendants les uns des autres et correspondant généralement à un pays. Elle porte des noms différents. On a, à titre d'exemple, hein, Fédération de Grandes Loges d'Angleterre, Grande Loge de France, Grand Orient de France, etc. Sa méthode est surtout d'exercer une action politique directe et avant toute chose, c'est un organisme de propagande, je tiens bien à préciser, c'est vraiment un organisme de propagande d'idées qui va répandre par suggestion et saturation lente, d'abord chez ses propres adeptes, hein, donc chez les frères, et ensuite dans le monde des profanes. Donc les profanes, ce sont nous. On peut diviser en 3 catégories les modes de diffusion utilisés pour en répandre dans le monde profane les vérités réformatrices dont il désirerait les pénétrer. Donc on a d'une part la presse, la propagande orale et l'esprit didactique, hein. Cela commença donc par la religion catholique, dont l'on voulait la tête en brisant l'Ancien Régime, qui se réclamait d'être de droit divin. Donc c'était surtout le catholicisme qu'on voulait, et comme le régime monarchiste était associé au droit divin, il fallait briser donc ce régime politique. En cela, il y a une autre dimension aussi, hein, celle dite libérale et capitaliste, car elle favorisa la circulation de la marchandise comme le blé, en n'hésitant pas à créer donc des pénuries à double emploi, puisque cela discréditait d'une part le roi éclairé, qu'ils avaient tant souhaité par l'influence des Lumières, de Fénelon. Vous verrez, j'ai une vidéo donc aussi sur Fénelon, qui a grandement influencé les Lumières et notamment Louis XVI, hein, quand il était jeune, mais qui restait malheureusement pour eux un homme de foi, hein, et un représentant de l'Église catholique. Dans un second temps, la spéculation des marchandises ruina les petites gens, hein, et les corporations de métier furent détruites. Donc, ça avait déjà commencé au temps de Louis XV, certaines, et ça a terminé pratiquement sous le Louis XVI, et ça terminera au début du Premier Empire. Napoléon qui a donc
assis la Révolution. Ainsi, 1789, donc, qui n'était qu'en réalité qu'une révolution bourgeoise contre l'aristocratie, utilisa une population en colère pour renverser la monarchie. Aujourd'hui, et surtout depuis la très zélatrice Troisième République, hein, les réformes tentant à détruire l'ancien monde pour arriver à une gouvernance mondiale vont bon train. Donc on a d'une part, c'est un travail très long, ils le savent eux-mêmes, que ce qu'ils vivent, même les anciens francs-maçons, savaient très bien que c'était un travail dans le temps. On n'allait pas basculer du jour au lendemain à la gouvernance mondiale. Donc première chose, on a eu la séparation de l'Église et de l'État avec le frère Aristide Briand. D'autres exemples, on a eu sous Blum, par le biais de son parti collectiviste, une sorte de deuxième branche de la franc-maçonnerie qui fut un parti de lutte des classes et de révolution sociale, donc qui voulait détruire ce qu'il appelait le régime capitaliste. Donc ils sont toujours sous couvert de rébellion capitaliste. On le voit avec Mélenchon, c'est-à-dire le régime de la propriété individuelle qui voulait briser pour le remplacer donc par une société collectiviste ou communiste. Cela nous rappelle étrangement dont nos futures heures sombres, j'ai bien apprécié nos futures heures sombres, en témoigne la lettre ouverte de l'archevêque Vigano qui avait été lancée à Trump avant les élections, et dont je vais vous citer un petit paragraphe. Je le cite, il dit le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé visant à l'imposition de mesures liberticides cachées derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre Covid-19 et Covid-21. Donc, je cite, c'est l'abbé Vigano. Fin de citation. Je vais vous dire, tiens donc, comme dirait Jean Gabin. Alors, depuis quelques années, on voit un tas d'événements s'accélérer sous couvert du progrès humaniste. Par exemple, on a le mariage homo, n'en déplaise à certains, l'euthanasie, les idées antiracistes, la théorie du genre, l'inclusivité par le biais donc d'une novlangue, les .e, .s, tout ce genre de choses qui détruit notre langue, la PMA, la GPA, qui sont d'ailleurs des idées transhumanistes, du fameux Aldous Huxley, de son frère Julian Huxley, tous deux initiés, n'en déplaise à certains aussi. On avait même George Orwell qui était justement un de leurs codisciples qui avait le même mentor, et Orwell, il faut savoir qu'il a été initié aussi en 1984, c'est bien, c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus, mais Orwell était franc-maçon. Alors pourquoi toutes ces actions dans un but simple, en finir avec donc le monde dit archaïque et en venir à une gouvernance mondiale? Rien de radieux, hein, c'est clair, quand on pense que nos contemporains collaborent avec des idées déjà mises en bouche depuis le plus jeune âge. Souvent, on entend toujours les gens dire: «Ah, liberté, je fais ce que je veux, on est en démocratie, s'il aime, chacun est libre, chacun ses goûts», enfin tout ce genre de sottises, vous savez. Libre certes, mais à une condition, hein, de ne pas l'imposer. C'est là où se situe une partie du problème d'ailleurs. Ce qui m'embête le plus, ce n'est pas tant être initié ou pas, hein, dans la franc-maçonnerie, car il y a eu au sein de ma propre famille des francs-maçons, hein, des gens qui étaient au Grand Orient, même qui ont démissionné sous Mitterrand, qui étaient monarchistes. Donc vous voyez un petit peu le contraste, et ainsi que dans mes amitiés d'ailleurs. Je connais quelques francs-maçons, j'en ai un même qui a démissionné il n'y a pas très longtemps et qui je m'entends très bien. On peut vraiment dialoguer entre nous et qui n'a pas des idées justement de gauche. Donc c'est plutôt l'adhésion des gens à ce dit progrès. Moi, c'est ça ce qui m'embête. Un progrès matraqué par le mot toujours tolérance, tolérance. La tolérance, bien sûr que c'est bien, mais toute cette propagande, elle est perfide en réalité. Hein, elle n'est pas dans un but de nous rendre tolérants vers les uns les autres. Car elle est toujours sous peur d'être, on a toujours peur d'être ostracisé si on ne va pas dans les idées, on ne pense pas comme le reste. Notamment chez les jeunes de 18 à 25 ans, qui en sont, je dirais, le plus touchés, parce que c'est l'âge d'or de l'émancipation, de l'être, à travers des idées et des combats qui sans cesse grondent souvent, on va dire, les anciens par leur narcissisme et de la connaissance en un clic, ou du téléphone mobile, du Wikipédia dans la poche. Faut pas se tromper de combat, je dirais aux jeunes. Heureusement, il y a des jeunes qui sont très très éveillés. Alors il y a bien des dégâts qui ont été réalisés sur nos populations en leur passant la pommade de l'ouverture d'esprit, avec son chapelet de superstition, oui, parce que les gens sont très superstitieux, ils veulent bien croire à des croyances, on va dire, mystiques,
je touche du bois ou autre chose, enfin un tas de choses, mais il ne va pas croire en Dieu, à celui qui nous a façonnés. Je vais leur répondre, ça vous regarde, puisque vous faites ce que vous voulez. Mais bon, faut pas être contradictoire. Le terrain, donc, a bien été préparé, bien nivelé, et qu'est-ce que j'ai à vous dire, malheureusement, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton du reset. Alors, quant aux livres que je vais vous présenter, sont importants. Donc, on a ici Léon de Poncin. Léon de Poncin, donc, était un essayiste euh, d'entre-deux-guerres et qui a fait un excellent livre, je pense, qui est assez connu dans les gens qui s'intéressent à la franc-maçonnerie, mais qui sont contre la franc-maçonnerie, qui s'appelle La dictature des puissances occultes. Alors, le titre est ronronnant, mais à l'époque, c'était pas rien. Hein, donc, c'est un livre, je crois qu'il est de 1936. Les documents sont excellents, il décrit très bien, il n'y a pas d'affabulation, il n'y a pas de théorie du complot, il n'y a pas tout ce genre de choses. Donc c'est un bouquin que je vous conseille. Donc ici, on a une édition originale de ce livre. Je trouve que c'est un beau livre, j'aime beaucoup la couverture sérigraphiée. Donc voici. Tout est bien expliqué. On va passer ensuite à Stéphane Blais. Alors Stéphane Blais, certains peuvent le connaître, c'est un pianiste émérite qui a plus de 300 œuvres à son actif. Hein. Mais c'était aussi un franc-maçon. Je crois qu'il est resté une dizaine d'années dedans. Il a eu le statut de grand maître. Si je me trompe, qu'on me rectifie, il n'y a pas de souci. Et là, il témoigne, donc il en est sorti il y a quelques années, hein, il y a 8-9 ans, et il en témoigne justement ce qu'il en ressort. Donc c'était quelqu'un aussi qui était très porté sur l'ésotérisme, Stéphane Blais, qui a écrit des bouquins sur l'ésotérisme, notamment le tarot marseillais, il me semble. Donc il explique un tas de choses, il y a un peu de tout, vous voyez, historique de la franc-maçonnerie, de l'opératif, aux dérives du spéculatif. C'est un petit livre, mais il est excellent, il est aux éditions Contre-Culture, n'en déplaise encore à certains qui vont me dire dans les commentaires « Oh, je suis déçu, c'est navrant », bah oui, bah c'est comme ça. Ensuite, autre témoignage, j'aime beaucoup, Serge Abad Gaillardeau. Alors, j'ai découvert Serge Abad Gaillardeau, pardonnez-moi, à travers une de ses vidéos, une sorte de conférence qu'il y avait sur la franc-maçonnerie. Il expliquait comment il en était sorti et comment il était devenu justement croyant, catholique. Donc, alors ça se nomme J'ai frappé à la porte du temple, excellent bouquin. Hein. Il décrit à l'intérieur, lui il était vraiment un haut gradé. C'était quelqu'un qui était dans la fonction publique, mais à un haut rang. Donc je crois qu'il était vers Béziers. Son deuxième aussi, ou c'était le premier, je ne sais plus, c'était Je servais Lucifer sans le savoir. Donc Serge Abad Gaillardeau, vous pouvez le trouver facilement. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber mes livres. Alors, ces deux livres, je m'y suis intéressé récemment. C'est ce qu'on appelle les super loges. Alors, au début, j'étais sceptique. J'ai été sceptique, sauf lorsque j'ai entendu Pierre Hillard en parler, et je l'ai lu dans sa préface du livre de Anacarsis Klotz, La République du genre humain, où il en parlait d'un certain Magdali, je crois, un Italien qui aurait été dans ces Hurloges, donc dans ces super loges, et qui aurait balancé en laissant justement une tonne de documents à différents avocats, donc sous protection, les horloges. Alors c'est quoi les horloges? Donc les horloges, ce seraient des loges au-delà de la franc-maçonnerie traditionnelle, où seraient en général des chefs d'État et des influenceurs. Donc on peut voir ici, Sarkozy serait dans 5 loges, je crois, il y aurait François Hollande, on aurait aussi Tony Blair, Zbigniew Brzezinski, qui c'est qu'on avait d'autres, je crois, il y intègre aussi d'autres comme Poutine. Hein. C'est vrai que Poutine, on aime bien Poutine, on aime bien son style, mais Poutine est un mondialiste aussi, mais à sa façon. Angela Merkel aussi. Donc je vous intéresse, pardon, essayez, c'est Laurent Glosy, il a écrit d'autres recueils aussi, plus portés sur le catholicisme et d'autres choses. Il l'a traduit de l'allemand par le docteur Johannes Rotzkrantz, excusez-moi, je ne suis pas germanophile, et qui lui-même l'avait tiré du livre de Magdali.
Magdali, je sais plus. Donc c'est pas très cher et essayez-les, c'est intéressant à voir. C'est vrai que c'est gros comme truc, on se demande est-ce que c'est vrai tout ça, mais Pierre Hillard m'a conforté de m'y intéresser. Alors là, on va s'intéresser à une série de livres. Alors lui, je l'ai beaucoup aimé, c'était Dominique Setzefan, qui a été vraiment un spécialiste sur la franc-maçonnerie et surtout l'ésotérisme. Et mon premier bouquin, maintenant, il coûte une fortune, j'ai vu, il coûte, je crois, 250 €. C'était donc chez Faiso Documents, donc Faiso Documents, c'est Facta, c'est Emmanuel Ratier, paix à son âme, et là, il nous décrit tout le Paris maçonnique à travers les constructions de François Mitterrand, qui lui s'était entouré de francs-maçons, qui n'auraient pas été en francs-maçons, mais qui auraient été dans les hurloges, donc des initiations différentes, donc dans les super loges. Et on se rend compte que tout Paris, tout ce qui nous entoure, même depuis avant Mitterrand, hein, ça date depuis la Révolution française, les noms qui sont portés aux stations de métro, les noms de rues, les frontispices de certains immeubles, les musées, ce genre de choses, sont en fait tous maçonniques. Donc c'est comme ça que les gens aiment le Paris aujourd'hui. Alors on a tout, on a même les colonnes du Buren, il y a des calculs savants dedans, il y a un tas de choses qui démontre, c'est pas de la flûte lui, hein, c'est du sérieux, qui démontre le côté maçonnique des choses et les influences aussi magnétiques que peuvent avoir certaines justement constructions sur le méridien, le méridien parisien, car il y a un accent en effet. Ensuite, je vais vous présenter toujours de Dominique Setzefan, le guide du Paris ésotérique. Donc c'est pareil, c'est dans la même lignée. Là, on ne parle pas de François Mitterrand, même si on peut, ça c'est l'œil qu'il y a dans la gare Montparnasse à travers une horloge. Mais on va parler un petit peu de tous ces constructions en forme de tour de Babel, comme vous pouvez le voir. Les compas, les équerres, les cornes d'abondance, leur placement, les fameuses colonnes, ainsi de suite et ainsi de suite. Je crois que Facta les a réédités il y a peu de temps, vous pouvez le trouver sur le site de Contre-Culture, je les ai aperçus. On a aussi toujours Dominique Setzefan, je trouve le plus pertinent, c'est celui-ci, c'est le Paris maçonnique. Il est excellent celui-ci, excellent. Voit même quoi, la concorde avec les droits de l'homme. Parce qu'il fait un grand tour aussi historique. C'est vraiment bon, franchement, c'est comme disaient les jeunes aujourd'hui, c'est du lourd. Donc allez-y, plongez dedans, vous pouvez aussi le trouver, je crois. Il avait fait aussi la petite brochure qui s'appelait la cathédrale d'Évry, église ou temple maçonnique. Donc aussi c'est excellent, c'est très petit, celui-ci il est du chaud à trouver, mais pareillement. Toujours chez Facta, fait des documents, c'était Emmanuel Ratier, donc avec les mystères et secrets du Bnei Brit. Alors, le Bnei Brit, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la franc-maçonnerie juive qui est intégralement juive. Donc, il n'y a pas comment on appelle ça, de goïm ou de non-juifs qui peuvent rentrer donc dans la franc-maçonnerie. Donc, ils parlent surtout de leur influence. On parle de SOS racisme, toutes ces entités qu'il y a pu y avoir, Te touche pas mon pote, ils ont été beaucoup derrière ces choses-là, hein. Donc je vous le conseille aussi, c'est un excellent livre. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un pan important de la littérature anti-maçonnique. Il s'appelle Maçonnerie et secret, la maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire. Ça a été réédité, c'est un gros pavé. Moi, j'ai trouvé à la librairie française, je pense que vous pouvez encore le trouver là-bas. Il y a un tas de choses, tout est expliqué aussi par l'ésotérisme, le socialisme, toutes ces choses-là, ça fait tout le tour au niveau de l'historique maçonnique. C'est très important. C'est un bouquin que je vous conseille. On va aller aussi dans l'avant-dernier. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Lui, n'est pas franc-maçon, il a des amis francs-maçons, il n'est pas anti-maçon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un point de vue, je dirais, qui n'est pas forcément anti-maçonnique. Et ça, il s'agit de la franc-maçonnerie et révolution, pour ceux qui n'y croiraient pas. Donc il s'agit d'un portrait de Philippe Égalité, qui était Louis-Philippe, duc d'Orléans, donc le cousin de Louis XVI, et qui était le grand maître des loges sous la Révolution, qui a été décapité en 93, et qui voulait la peau de son cousin Louis XVI. Donc il ne s'agit pas que de ça, mais d'un tas de choses, des acteurs de premier plan, tous les Robespierre, les Danton, les Marat, les Mirabeau, tous ces gens-là. Fort intéressant, vraiment. Et il prend pas parti, c'est ça que j'apprécie.
Alors celui-ci, c'est un que j'ai beaucoup aimé aussi, Thierry Zarkon. Lui, c'est un universitaire, je crois qu'il est à... Comment ça s'appelle à la Sorbonne, si je ne m'abuse, et s'appelle Le Croissant et le Compas. Donc ça m'a beaucoup intéressé, je voulais voir la position de l'islam et de la franc-maçonnerie. Oui, il y a eu des loges, on parle même du grand-père de Tariq Ramadan Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, qui aurait été donc franc-maçon, ou plutôt, on va dire, il ferait ils utiliseraient un petit peu comment on pourrait dire, des principes maçonniques à travers leur confrérie. Donc ils juraient sur le Coran et le pistolet, ils avaient des termes maçonniques. Alors pourquoi ils auraient été francs-maçons? Parce que ils ont été quand même... c'était un précaré anglais longtemps, la franc-maçonnerie vient beaucoup d'Angleterre, et donc elle était très bien installée. On parle de la Turquie aussi, tous les Atatürk, ce genre de choses. C'est vrai qu'en Turquie, la franc-maçonnerie a été très très présente, il est toujours présente d'ailleurs, jusqu'à nos contemporains. Donc c'est un bouquin qui va parler quand même de choses qui peuvent être encore délicates de nos jours. J'ai bien aimé, il n'est pas franc-maçon, il n'est pas anti-maçonnique, c'est juste son étude. Ça aussi, il ne prend pas parti du tout. Donc voici pour cette vidéo, cette présentation de bouquin. N'hésitez pas à faire des commentaires, c'est toujours sympa de partager. Pour les personnes qui sont pas contentes, pas satisfaites, franchement, passez votre chemin, ça sert à rien de poser vos commentaires, je les effacerai. Je vous dis simplement, si vous voulez, c'est une dictature ma chaîne, si vous le pensez comme ça, il n'y a aucun problème, c'est pas ça. J'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de me mettre de passer du temps à gérer des gens qui non, je pense que, moi je pense que, ça me gonfle. Voilà, donc si vous aimez pas, passez votre chemin. Si vous aimez, au contraire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt et gardez espoir.